TV sur Erdre nous propose plusieurs extraits de reportages. De la danse d'abord, on parlera ensuite d'un nouveau fast-food à Nort-sur-Erdre avant de prendre soin de notre jardin. Donc nous sommes ici à la salle de Port-Mulon à Nort-sur-Erdre en compagnie de Sandrine Alano qui va nous parler de son activité et plus particulièrement de la troupe Secom. Alors comment ça se passe aujourd'hui, Sandrine? Donc aujourd'hui c'est un cours de Sevillana. C'est le deuxième cours de cette année. Voilà, donc avec des nouveaux, des anciens qui arrivent. Enfin voilà, un mélange des nouveaux qui arrivent dans le cours, des anciens qui reviennent, et puis voilà, donc on fait Sevillana spécialement, pas flamenco. Alors c'est une association de danse qui est basée à Nort-sur-Erdre, qui existe depuis à peu près 12 ans et qui propose des cours qui peuvent être différents des cours dits classiques, on va dire, comme le modern jazz ou la danse classique. Parlez-nous alors du prochain spectacle, quand est-ce qu'on le retrouve, où est-ce qu'on le retrouve? Alors, C'est comme en danse. Donc ça, c'est un spectacle qui est réalisé depuis quelques années, qui est en lien avec c'est Secom qui l'organise avec plusieurs associations du coin en fait de danse. Donc le but, c'était de faire découvrir différentes danses au public. Et puis là, cette année, on a voulu changer de formule où on va être plus dans des compagnies de danse. Donc on invite justement nos compagnies de danse à le faire, donc c'est-à-dire les compagnies de Sandrine Alano, de nos professeurs de contemporain aussi, qui sont Aurélie Gobet et Vanessa Morisson, et puis la compagnie de Samba Diop à l'Africain. Et puis nous, les apprenants, on va dire, on va faire aussi un petit spectacle. Donc ça sera le 21 mai 2016 à Cap-Nord. Sur Erdre, en direct du nouveau McDonald's situé à Zone de la Pancarte à Nort-sur-Erdre, et je suis en présence du directeur, monsieur Franck Sastre. Alors donc ce McDonald's, on en parle beaucoup à Nort-sur-Erdre, il est monté très très vite. Effectivement, normalement un McDonald's se monte à peu près en 14 semaines. On a réussi, et les équipes techniques surtout, ont réussi la prouesse de le monter en 10 semaines. Ça a été très rapide. On a eu la chance d'avoir un terrain qui s'y prêtait particulièrement, et des équipes particulièrement performantes. Donc on est en avance sur notre plan de marche, ce qui nous permet de l'ouvrir aujourd'hui. Alors à chaque fois en fait qu'on ouvre un restaurant McDonald's, on y rajoute toutes nos nouveautés. Donc effectivement, celui-ci ne déroge pas à la règle, et on a mis vraiment tout ce qu'on avait de plus récent, de plus moderne, tant sur le service, puisque on va avoir le service à table et notamment la possibilité de savoir où sont assis nos clients. C'est seulement le 3e restaurant en France qui va avoir ça, après 2 restaurants parisiens. Et nous avons également un salad bar, nous avons une gamme élargie avec des signatures, des gros sandwichs. Donc on essaye d'offrir à chaque fois toutes les nouveautés à nos clients dont vont bénéficier aujourd'hui les Nortais. Tout au long de l'année, nos équipes d'animation vont prévoir des actions au sein du restaurant. Ça peut être la venue effectivement de Ronald, mais également des ateliers pour les enfants, pour Pâques, des ateliers pour la Chandeleur ou autres. Donc nous avons toute une équipe d'animation qui est en charge, en plus des anniversaires, qui sont un petit peu une force, une référence chez McDo. Alors, cette fois, nous allons aborder la plantation de petits fruitiers et fruitiers, pas en racines nues, mais en racines en motte, donc en godet, comme ça. Il faut faire un trou, pareil, donc en respectant le sol, donc en séparant les différentes natures de sol que l'on peut rencontrer. Je vais l'enlever de son godet. Donc, je frappe dessus, là il y a des petites racines qui ressortent, je tire dessus, je démoule, voilà. Je place mon plan et je rapporte la terre. Je vais tasser de part et d'autre de mon plan. On s'enfonce bien. Hein. Le compost, l'apport de compost en surface. De préférence un compost semi-décomposé. Puis le paillage. Donc j'installe le paillage, de préférence des feuilles, après ça peut être de la paille ou des copeaux de bois. Et voilà.
ATV Sèvres-et-Maine revient sur le Grand Raid de Clisson. Le mois dernier, les sportifs n'ont pas hésité à braver le froid pour partir à l'aventure. Randonnée et courses d'orientation étaient au programme proposé par Redland Aventure. Départ du collège Immaculée Conception de Clisson, où les élèves ont pu profiter de cet événement pour récolter des fonds au profit de leur projet humanitaire. Oui, alors c'est l'association Changeons pour changer qui a été créée en 2007 au collège Immaculée Conception par 3 jeunes filles qui ont apprécié un témoignage par rapport d'une autre association et elles se sont dit de elles-mêmes créer leur propre association. Et du coup en 2010 elles sont parties au Bénin pour rénover un internat et pour faire de l'animation auprès des jeunes. Et ensuite en 2013 il y a eu un deuxième projet au Cameroun pour construire un internat et faire de la sensibilisation à l'hygiène. Et puis nous on est un groupe de 7 jeunes avec 3 accompagnateurs et on souhaiterait partir au Pérou donc en été 2016 pour faire une dalle et pour apprendre de l'anglais aux plus jeunes et faire du soutien scolaire. On a décidé de vendre 200 crêpes à peu près pour justement récupérer des fonds pour pouvoir partir cet été. Redland Aventure proposait 2 activités, une randonnée ainsi qu'une course d'orientation. Topographie donc, le long de la Sèvre nantaise, et ce jusqu'au niveau à gorge, à la recherche de balises. Et attention, le temps est compté pour la CO Challenge. La randonnée est beaucoup plus facile, c'est un parcours de 8 km environ, alors que sur la course d'orientation, ça représente à peu près 16 km et les balises sont plus dures à trouver. Une récompense peut-être pour la course à la fin, un podium entre guillemets? Oui, il y a un podium et pour la course on fait partie du Challenge de Vendée. Ça représente 5 courses d'orientation et on remet des petits lots à l'arrivée. Ça fait combien de temps que ce type d'événement se réalise? Là cette année c'est la 7e année que nous faisions le Challenge de Vendée. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde qui participe à ce genre de course, ça se développe beaucoup. Combien de participants ce matin? Ce matin sur la course il y a 410 participants, 410 coureurs et sur la randonnée on est un peu plus de 250, on ne sait pas de tout encore. Parce que les gens s'inscrivent au dernier moment. La randonnée et la course se déplacent au fil des ans. Pourquoi Clisson cette année? Parce qu'on aime bien changer de cadre et les coureurs apprécient de courir dans de nouveaux cadres. Et voilà, on essaye de changer régulièrement de site, ça nous fait découvrir d'autres lieux. Comment vous choisissez l'emplacement des balises? L'emplacement des balises, on essaye de trouver justement des endroits assez typiques, des endroits assez jolis pour faire découvrir notre belle région. Carte et boussole en main, les participants ont tout de même pu profiter du paysage. Oui. C'était assez magique ce matin-là, on était les premiers à partir nous et du coup à un moment il y a un petit passage sur le belvédère avec vue sur l'église je pense c'était. C'était vraiment superbe, très joli, avec un petit soleil là, c'était vraiment top. Il y avait des champs, un peu d'urbain, il y avait de la forêt, il y avait des coteaux, on était dans une vigne à un moment, donc c'était sympa. Et puis Redland, ils aiment bien faire ça, ils varient un petit peu les plaisirs, il y avait de la mémo, il y avait du traçage dans la mémo, voilà, ils aiment bien ça. Il faut varier les cartes, ils aiment bien nous faire peur. Concernant les résultats, c'est l'équipe TSO2 qui termine première en 1h39 minutes et 03 secondes, composée de Cédric Brisson et Alexis Poirier. Deuxième, l'équipe Chantonnay Red Loup Danseur, composée de Johan Jadot et David Pinault, qui termine en 1h41 minutes et 48 secondes. Et troisième, l'équipe Rando Red 85 numéro 5, composée de Mathieu et Julien Chevelot, qui termine en 1h42 minutes et 48 secondes. Cette ATV poursuit sa série de la bibliothèque des mots. La Web TV s'intéresse aujourd'hui à la gouvernance du contrat de ville nantais. On doit travailler sur la politique de la ville. Mais alors les mots, cohésion sociale, renouvellement urbain, développement économique, conseil citoyen. Et si on crée une bibliothèque des mots de la politique de la ville? Oui, mais pas tout seul. Pour toi, c'est quoi?
Qu'est-ce que vous en dites? Alors, on choisit quel mot? La gouvernance, c'est faire travailler ensemble dans la complexité des personnes de la société civile et pour définir ensemble des actions pour les citoyens et les habitants. J'en dis que sur le papier, ça a l'air génial. Ça me paraît un peu utopique, mais moi j'aime bien rêver, j'aime bien penser qu'il y a toujours meilleur et qu'on peut toujours s'améliorer. Après, je pense qu'en termes de pratique, ce qui va être important, c'est l'écoute, le respect de la parole et la compréhension mutuelle. Gouvernance et partage, c'est des mots qui se croisent mais qui ne vont pas ensemble. Le partage n'est pas trop politique en fait. Le partage, c'est la solidarité. Et la solidarité, c'est ce qui manque dans la politique. Donc en fait, c'est une chose et son contraire. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas de communication parce qu'on ne peut pas gouverner des gens sans savoir comment ils vivent, sans savoir comment ils se battent, sans savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Je n'ai pas forcément besoin de tous ces dispositifs pour m'aider. Je suis quelqu'un déjà de déterminé, donc tout ce que je veux, je l'obtiens à moyen long terme. Je ne m'y retrouve pas. Jusqu'à là, je me débrouille assez bien, donc autant continuer comme ça. La notion de gouvernance, pour moi, elle peut avoir quelque chose d'un peu déresponsabilisant parce qu'il y a une notion collective en fait dans cette notion-là. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment moi je peux agir et finalement faire partie de cette gouvernance par mes actions. Donc je suis persuadée que le maître mot, c'est que le changement passera par chacun et donc par moi. Et donc moi, il faut que je change, il faut que j'agisse et de cette façon, je participe à la gouvernance d'un nouveau monde. La gouvernance, c'est d'abord le mot gouverner. Donc effectivement, il y a la question du chef et de qui décide, mais le chef décide collectivement avec l'ensemble des partenaires qui œuvrent dans le cadre de la politique de la ville. Parce que ce serait un écueil de dire la métropole décide tout, de tout, sur l'ensemble des sujets de la politique de la ville, puisque le sens propre de la politique de la ville, c'est de saisir tous les domaines de la vie quotidienne des familles pour améliorer les choses. Je crois que nous sommes qu'au début d'un changement de manière de faire, qu'il va falloir, pendant tout le mandat, travailler pour que ça se transforme dans la culture personnelle de tout à chacun. On a des acteurs de la société civile qui sont témoins aussi d'échanges qu'on peut avoir entre collectivités. Et pour moi, je pense que c'est des moments importants parce que c'est là où on va gagner en confiance, en transparence peut-être, j'aime pas toujours ce terme-là, mais au moins, je vais plus dire en traçabilité, c'est-à-dire on explique ce qu'on fait, on se donne des objectifs, on les vérifie à la fin, et tout ça se fait avec un seul espace-temps, entre guillemets, pour se dire les choses. Il y a d'un côté la gouvernance métropolitaine qui est en train de se structurer, ce qui n'empêche pas qu'au niveau local, nous aussi, on a notre gouvernance. Concrètement, c'est un comité de pilotage avec les élus de Rezé et animé par le maire. C'est un comité technique qui rassemble l'ensemble des acteurs institutionnels, associatifs qui travaillent sur le quartier. Et puis, ce sont des groupes de travail qui se mobilisent sur le quartier. Concrètement, à chaque fois qu'on a une réunion, comme hier soir, on était en réunion avec des habitants sur un projet, c'est à chaque fois recueillir de la matière, donc des diagnostics, des avis partagés, des questionnements, des freins, des crispations, de recueillir tout ça pour faire remonter. À chaque fois, c'est de l'aide à la décision. Donc à chaque fois, on fait remonter ce genre de données après à des techniciens qui donnent donc un avis technique sur la faisabilité juridique, financière, tout ce qu'on veut, qu'on soumet après, évidemment, encore une fois aux habitants, aux associations, et après remonter aux élus, pareil. C'est toujours dans l'esprit de l'aide à la décision. Ni les collectivités locales, ni l'État n'ont le monopole de la définition et de la mise en œuvre d'une politique publique donnée.
elles n'ont pas non plus toute la légitimité, puisque il y a certes la légitimité tirée de l'élection au suffrage universel, il y a la légitimité de l'État, mais on peut considérer aussi que la société civile porte une légitimité. Donc la question, à mon avis, elle renvoie à un rapport de force local. Dans le rapport de force local, comment la société civile organisée va pouvoir peser pour s'assurer d'une effectivité de ce qui est affiché comme un principe intangible de la politique de la ville, mais quand même très rarement suivi des faits jusqu'à présent.